Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mercredi 17 novembre 2021. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché où nous sommes toujours dans une semaine assez calme, même si les indices continuent d'évoluer sur des niveaux records. Toutefois, encore une fois, l'inflation suscite quelques craintes, notamment avec les chiffres qui ont été publiés ce matin au Royaume-Uni. Mais avant ça, Wall Street a été quand même soutenu hier par les ventes au détail. C'était l'un des indicateurs macro à surveiller de la semaine. Donc, on a terminé en hausse, le S&P s'établissant même à un record, alors que les résultats trimestriels solides de Home Depot et la hausse plus forte qu'attendue des ventes au détail aux États-Unis ont rassuré sur la consommation et sur l'hypothèse que la Fed se montre plus agressive face à la hausse de l'inflation. Comme je vous le disais, ces données publiées dans la journée montrent en fait que les ventes au détail ont progressé de 1,7% en octobre aux États-Unis, soit quand même leur plus forte hausse depuis mars et à un rythme même supérieur au consensus. Donc, les données rassurantes sur les ventes au détail ont contribué à rassurer les investisseurs après que le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, s'est dit quand même favorable à une position plus restrictive de la Fed. Donc, en gros, ça veut tout simplement dire un resserrement plus intense de la politique monétaire. Donc, soit via un tapering un peu plus conséquent. Actuellement, on est à hauteur de 15 milliards par mois, donc c'est pas grand-chose. Soit très clairement à des hausses de taux à venir en 2022. Donc, au moins une hausse de taux, mais comme je vous le disais maintenant depuis pas mal de temps, on a eu Richard Clarida et hier c'était maintenant James Bullard qui se montre un peu plus hawkish, j'ai envie de dire, et qui estime très clairement que les conditions sont réunies pour que la Fed mette en place au moins 2 hausses de taux en 2022, même si, comme vous le savez, Jérôme Powell, lui, se montre patient. Ce matin, en Europe, on continue de monter dans ce que j'appelle un marché en crabologie. Toujours, on évolue en légère hausse, mais encore une fois, dans de faibles variations, peu de volume, tandis que les inquiétudes sur l'inflation et ses répercussions en matière de politique monétaire pénalisent le FTSE. L'indice britannique, effectivement. L'inflation britannique a atteint le mois dernier son plus haut niveau en 10 ans, ce qui renforce, si vous voulez, les spéculations sur une hausse de taux de la Banque d'Angleterre lors de la réunion de décembre. Donc là, pareil, même en Europe aussi, les investisseurs s'interrogent à leur tour sur une possible hausse de taux de la part de la BOE. Mais attention, Christine Lagarde, l'a encore répété cette semaine, c'est un scénario peu probable. Donc, très clairement, la fin de l'année et le début de l'année 2022, le thème de l'inflation va encore une fois, bien évidemment, animer les marchés, mais ce sera surtout les hausses de taux qu'il faudra surveiller et comment les marchés vont, encore une fois, interpréter et digérer des hausses de taux venant des banquiers centraux. Donc forcément, certains estiment qu'on pourrait avoir, comme je vous le disais, et très clairement quelques turbulences sur le marché. Néanmoins, les investisseurs, maintenant, j'estime qu'ils semblent vouloir marquer une pause, très clairement, après les records en série sur les marchés actions dernièrement. Comme je vous le disais, le CAC 40, le Stoxx 600 et le DAX ont atteint de nouveau plus haut hier, après la plus forte hausse que prévue des ventes au détail aux États-Unis en octobre. Et encore une fois, en fait, l'indicateur a renforcé l'optimisme quant à la reprise
de la pandémie, suite en tout cas de la première économie suite à la pandémie mondiale, mais pourrait également encourager, encore une fois, la Fed à réduire ses mesures de soutien sur fond d'inflation élevée. Donc, encore une fois, l'inflation reste le thème prédominant. Je ne m'attends pas à un gros accident de marché d'ici la fin de l'année, mais en tout cas, ça devrait être plus compliqué à partir de 2022. Bien évidemment, comme je vous le disais hier, les marchés s'attendent à un pic d'inflation, comme on a vu dans la partie macro en zone euro à la fin du 4e trimestre. Donc, les marchés, encore une fois, sont dans l'anticipation et ils estiment que l'inflation devrait refluer à partir du 1er et 2e trimestre 2022. Auquel cas, eh bien, les banques centrales ne seront pas obligées d'entamer une démarche plus restrictive, plus agressive de leur politique monétaire. Donc, pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes. On part du principe que l'inflation est transitoire et qu'elle devrait refluer à partir de 2022. Mais si ce scénario correspond pas aux anticipations des marchés et que l'inflation continue d'accélérer ou même se stabilise, alors là, on abordera ça en 2022, mais on risque très clairement d'avoir des dérapages sur les marchés et, comme je vous le disais, une inflation trop élevée va derrière forcément pénaliser les rendements du marché action. Côté macro, pas grand-chose à vous présenter dans cette émission aujourd'hui. On a des marchés assez mous, je trouve, pas beaucoup de volatilité, pas beaucoup de mouvements flux. Côté macro, c'est assez maigre aussi. On attendait les stats de l'inflation, ils sont tombés. On attendait les chiffres des résultats trimestriels, ils sont aussi tombés. Et la fin de l'année approche et la fin de l'année est bientôt bouclée aussi. Je considère maintenant qu'il reste à peu près un mois de bourse. Généralement, la dernière semaine de décembre, il ne se passe absolument rien. Donc, très clairement, je m'attends encore à un petit mois de bourse. On pourrait éventuellement tenter de grappiller quelques pourcentages de performance, mais globalement, pour moi, l'année est bouclée. Donc ici, nous avons tout simplement un graphique du S&P 500. Et encore une fois, ce sont des probabilités, ce sont des statistiques, néanmoins toujours intéressant d'étudier ces données. Et ici, c'est un graphique du S&P 500 qui représente la performance du S&P 500 et surtout si elle a été supérieure à 20%. Généralement, lorsque le S&P 500 réalise sur l'année une performance supérieure à 20%, c'est de bon augure pour la suite. Comme vous pouvez le voir, les années suivantes, on enregistre globalement une bonne performance. Donc là, on a un échantillon depuis 1950. C'est toutes les données, toutes les années en tout cas, depuis 1950 où le S&P a réalisé une performance de plus de 20%. Donc globalement, ici, il me semble qu'on a à peu près 20 data. Et généralement, sur ces 20 données, sur cet échantillon, seulement 3 fois le S&P a réalisé une performance négative. Donc là, bien évidemment, en 2021, je n'ai plus de tête la performance du S&P 500. Je sais que pour le CAC 40, actuellement, on est à plus de 28%. Donc, je pense que pour le S&P, on devrait être pas loin des 30%, globalement, à vérifier. Mais c'est sûr et certain qu'on est supérieur à 20% de performance pour le S&P. Je pense qu'on est aux alentours de 35, à mon avis, à vérifier. Donc, belle année dans l'ensemble pour le marché action, pour les indices, la totalité des indices même. Et tout porte à croire, encore une fois, que l'année 2022 pourrait être aussi un bon cru pour les indices boursiers. Si on se fie en tout cas à ces probabilités, à ces statistiques
effectivement, globalement, si on termine l'année comme ça en beauté, sur une performance supérieure à plus de 20%, en 2022, l'année pourrait être plutôt positive aussi pour l'indice. Néanmoins, comme le souligne le petit astérix ici, les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Encore une fois, ce sont des données à prendre avec des pincettes, mais toujours, selon moi, intéressant d'étudier un peu le passé pour tenter de prévoir le futur. C'est ce que fait un peu l'analyse technique, mais ici, via des statistiques et des probabilités. Enfin, pour terminer, hier, je suis tombé une nouvelle fois sur les prévisions de Goldman Sachs. Alors, je vous avais présenté les prévisions de Goldman Sachs il y a quelques jours. Il tablait donc d'ici la fin de l'année sur un S&P à 4700 points et pour 2022, 4900. Et Goldman Sachs a donc relevé ses prévisions pour fin 2022 et estime que le S&P devrait progresser de 10% cette fois en 2022 et s'établir aux alentours de 5100 points d'ici la fin de l'année 2022. Voilà globalement les anticipations et les prévisions de Goldman Sachs par rapport à ce petit tableau de performance à venir. Maintenant, concernant la partie graphique, on continue encore une fois d'inscrire de nouveaux records, de nouveaux sommets. Est-ce qu'il faut vendre? Non, toujours pas. C'est trop tôt. Ça reste haussier. On a beau basculer sur toutes les unités de temps. Effectivement, on enchaîne les records. C'est haussier en données horaires, soutenu par Tenkan. Pour l'instant, ça tient. En données 4 heures, même constat. On a un super trend haussier. Toujours pas de chandelier de retournement. En données daily, même constat, encore une fois. Et en données hebdomadaires, forcément, c'est la même chose. Donc, le marché continue sa hausse. Effectivement, les chiffres de l'inflation aux États-Unis ont un peu suscité quelques craintes, d'où cette sous-performance à court terme, mais la sous-performance des États-Unis et la surperformance de l'Europe actuellement s'expliquent notamment par le plongeon de l'euro. Et forcément, lorsque l'euro-dollar recule, eh bien cela favorise le marché européen et inversement. Lorsque l'euro accélère à la hausse et que le dollar chute, eh bien, ça favorise le marché américain. Et effectivement, depuis les 1,1530, on a quand même eu une belle dégringolade de l'euro-dollar, ce qui explique derrière l'embellie qu'on a eue sur l'ensemble des indices, notamment en Europe. Voilà le petit parallèle à faire avec l'euro-dollar et les indices boursiers. Maintenant, encore une fois, pas grand-chose en fait à dire sur l'indice, si ce n'est que c'est haussier, comme toujours. J'aimerais très clairement une dernière jambe de hausse ici. Voilà, dernière vague, aller chercher les 7000. Encore une fois, ça reste mon plan de vente. Alors bien évidemment, si j'ai un champ de retournement ici, oui, j'estime qu'il faudra vendre le marché. Mais ce serait juste techniquement très propre et parfait si on pouvait reproduire le même scénario qu'ici et venir chercher la borne haute du canal vers 7250, 7300 points. Et pour moi, ça reste la zone idéale de vente pour enfin espérer un mouvement correctif. Mais pour l'heure, le marché ne lâche rien, les acheteurs gardent la main et celles et ceux qui payent sur repli, eh bien bravo à vous puisque c'est la bonne stratégie à adopter. Maintenant, faut-il acheter ici? Encore une fois, j'estime que la hausse me paraît limitée. Les indices sont quand même au perché.
plutôt rester à l'écart dans l'attente d'avoir un véritable signal et vendre, eh bien, comme je vous le disais hier, c'est trop tôt finalement, encore une fois, depuis les 7000 points, on n'a eu aucun signal de retournement. Et j'observe que de plus en plus de particuliers vendent l'indice CAC 40. Je vous invitais à consulter l'indice SSI de sentiment et j'observais que plus de 85% des clients étaient à la vente sur le CAC 40, sur les indices et généralement, c'est un indicateur contrariant puisque plus il y a de vendeurs, plus l'indice a tendance à monter et plus il y a d'acheteurs quand le marché est en train de baisser. Plus le marché a tendance à poursuivre sa dégringolade. Et là, on est en pleine ascension haussière, on est en belle phase d'ascension, tout simplement, de hausse. Et oui, le marché est haut, oui, il commence à être suracheté, mais il est nécessaire, selon moi, d'attendre un signal pour opter pour une stratégie à la vente. Le DAX, c'est exactement la même chose que sur le CAC. N'essayez pas d'attraper le point haut, le marché ne fait que monter. Encore une fois, bravo à celles et ceux qui payent tous les replis sur le DAX depuis maintenant plusieurs séances. Mais difficile de proposer un plan de trading à l'achat. Effectivement, je serais plutôt intéressé pour une vente, pour jouer un repli dans un premier temps. Mais pour l'heure, j'ai beau basculer sur toutes les unités de temps, hebdomadaire, sortie de range par le haut, cassure de la borne haute du canal, on empile les bougies vertes, daily, ou pareil, on empile les bougies vertes, 4 heures, où c'est des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, bref, aucun signal de retournement baissier pour l'instant. Le marché peut continuer à aller chercher, comme je vous disais, cette oblique vers les 16 350, 16 360 points. Bref, selon moi, ça reste haussier. Le marché ne lâche rien. Pour l'instant, on n'a absolument pas de catalyseur baissier. Donc, si vous êtes à l'achat, eh bien bravo, remontez vos stops et ainsi de suite, et essayez d'accompagner le marché le plus loin possible. Si vous attendez ou si vous espérez vendre, eh bien surtout n'essayez pas d'attraper le point haut, car vous ne l'aurez d'une part jamais, et de deux, mieux vaut rater une partie du mouvement baissier, mais avoir au moins un signal de confirmation pour rentrer dans ce marché sereinement et espérer quand même un mouvement correctif, malgré, comme je vous le disais, un trend ultra haussier qui va être difficile à prendre comment dire, pas à contre-courant, mais à contre-pied. Voilà. Attraper, mon sentiment, c'est qu'attraper le point haut là tout de suite pour prendre à contre-pied le marché, espérer une baisse, dans l'immédiat, ça me paraît extrêmement compliqué et mieux vaut attendre, je me répète, je sais, mais un signal baissier pour rentrer plus sereinement sur ce marché. Le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, en données 4 heures, effectivement, j'aime beaucoup le setup qu'on a eu ici. Cassure Tenkan-Ki jaune, pour le coup, on est venu pullbacker. Donc, plutôt un signal de poursuite de la hausse. On va voir sur les futurs. Actuellement, je n'ai pas regardé les futurs. Je pense qu'on doit être légèrement dans le vert. Mais un signal plutôt intéressant en données 4 heures. En données daily, on est venu caler un peu sur la borne haute de ce canal. OK. Néanmoins, la bougie n'indique pas vraiment, enfin, nous délivre pas vraiment des informations croustillantes sur la hausse à venir ou soit un rebond en ABC.
enfin soit une correction pardon en ABC. Maintenant, allons voir les futurs en légère baisse, mais toujours au-dessus du support. C'est un peu ça qui me dérange. Enfin, pour la correction en ABC, compliqué étant donné qu'on est quand même au-dessus de ce support. Surveillez la cassure Tenkan Kijun en données 4 heures sur le cash à l'ouverture cet après-midi. Voir si elle est valide ou pas. Là, ça va vraiment être ça que je vais surveiller. Là, sur le futur, j'ai pas beaucoup d'éléments pertinents, si ce n'est qu'on est juste au-dessus de la zone de support, au-dessus de la borne haute du canal. Ok, très bien. Mais on est un peu au plein milieu du nuage. Voilà pourquoi je préfère me focus sur le cash et voir si ce pattern va être confirmé. Si on fait une grosse incursion et qu'on vient sous les 36 000 points, bon, en validation. Mais globalement, j'aime beaucoup la bougie qu'on a eue ici et je veux voir si ça va être validé la séance suivante pour justement, pourquoi pas, tenter un achat de court terme. Encore une fois, ça reste un marché difficile de mettre en place des plans swing, plutôt un marché de traders, scalpers. Donc, si vous êtes à l'aise avec ce marché pour aller chercher une centaine de points sur le Dow Jones, eh bien, c'est très bien. Le Forex maintenant, il se passe absolument rien sur le Forex, c'est très très mou. On a quelques plans qui se sont plutôt bien passés. Alors l'euro, effectivement, qui a poursuivi sa dégringolade. On est venu taper les 1,1270. Donc là, on est quand même sur un gros niveau. Ce matin, on est venu taper les 1,1270. Déjà qu'on était venu chercher les 1,13. Donc peut-être que certains avaient gardé encore un reliquat. Donc là, très clairement, je vous invite à déboucler votre position, étant donné qu'on a quand même eu une accélération quasiment maintenant, je crois qu'on a bien fait les 300 pips. Ouais, c'est ça, 330 pips. C'est beaucoup, c'est même énorme pour du Forex en seulement 5 séances à peine. Donc là, je m'attends à un rebond de l'euro-dollar maintenant. On est venu sur la borne basse du canal. Peut-être que certains ont tenté des achats ici. Ça me paraît pas mauvais dans un sens, à voir s'il y avait un élément nous indiquant un retournement, enfin un rebond à venir. Mais en tout cas, jouer le rebond, oui, mais derrière, ce qui va m'intéresser, c'est de revendre l'euro-dollar et de vendre tous les rebonds de l'euro-dollar. Voilà la stratégie à adopter selon moi sur cette paire pour aller chercher l'objectif final à 1,1180. On a déjà parcouru plus de la moitié du chemin. Je pensais que cet objectif allait être atteint dans les mois à venir, voire même début 2022, mais au final, en 2 semaines, on a déjà parcouru les 3/4 du chemin presque. Et donc, l'ETP final serait les 1,1180. Bon, là, on est quand même sur une belle zone de prix, 1,1270, donc forcément, je m'attends à un rebond maintenant de la paire. Ce serait bien de revenir. En tout cas, si certains sont à l'achat sur l'eurodoll, le rebond, ce serait de viser les 1,1370. Voilà. Retour sur les 1,1370. Et ici, ce sera une zone que je vais surveiller pour de nouveau vendre ou 1,1460. À voir la puissance du rebond, mais ici, là, très clairement, il faut arrêter les ventes, prendre ses bénéfices si ce n'est pas déjà fait. Et certains ont joué le rebond, voilà, c'est pas délirant, très clairement. Et effectivement, derrière, on est en train de valider la divergence H1, juste ici. Donc là, on l'a validé ce matin, la divergence. J'aimerais maintenant, voilà, je vise un rebond sur les 1,1370 pour ensuite proposer un nouveau plan à la vente pour de nouveau retourner chercher les 1,1270 et derrière aller chercher l'objectif final à 1,1180.
Voilà le plan sur cette paire. En tout cas, on a une belle dynamique, on respecte bien les niveaux, c'est assez propre pour le coup. Et c'est l'une des rares paires où il se passe vraiment de l'action. Donc autant en profiter, il y a eu du flux, il y a eu du mouvement, 300-400 pips. Très clairement, c'est pas tous les jours qu'on a ça sur Forex et c'est pas tous les jours non plus qu'on a ça sur toutes les paires de Forex. Et là, l'euro-dollar, depuis 2-3 semaines, je trouve qu'il nous régale et les niveaux étaient très clairs, les entrées très précises, les sorties aussi. Donc, j'espère que vous avez pu en profiter. J'évoquais avec vous la UD-USD hier, mise en place d'un petit plan de trading. Donc, logiquement, le TP1 a été fait. J'évoquais avec vous, d'une part, pour moi, c'était le seul plan intéressant de la semaine avec l'AUD yen et le double creux. Mais lui, j'étais pas convaincu hier. Je vous disais que je notais ce plan 6 sur 10. On fera le point juste après. Effectivement, j'ai l'impression qu'il est en train d'être avorté. En revanche, l'AUD yen, l'AUD USD, je vais y arriver, présentait une configuration technique intéressante avec cette fameuse zone de polarité et le pullback qu'on était venu faire en données 4 heures. Et je vous disais justement que j'avais envie d'opter pour une stratégie baissière et de vendre une nouvelle fois le rebond. Donc ici, on avait notre belle zone de prix, MM50. Si je mets l'Ishimoku, je crois qu'on avait on avait le Platencan qui était juste au-dessus, mais c'était surtout en données 4 heures où il fallait affiner le plan et j'évoquais avec vous justement l'avalement baissier sur zone. Donc, belle zone de reprise, dynamique baissière à court terme, beau rebond sur zone avec MM 54 heures, avalement baissier qui a été confirmé et donc derrière un objectif, un TP1 à prendre ici et un TP2 à aller chercher, enfin TP2 oui, TP3 surtout. Le TP2 ce serait la borne basse du canal. Voilà, un beau canal haussier. Ce serait bien d'aller chercher la borne basse de ce canal vers les 0,72, allez, on est déjà quasiment dessus, donc vers les 0,7250. Et en cas de cassure, aller chercher les 0,7175 et derrière surtout, ce serait une grosse dégringolade en direction des 0,7020. Voilà le plan, donc je reste toujours baissier sur cette paire, on se trouve un peu à la croisée des chemins, j'attends maintenant la réaction ici. Une prise de bénéfice est censée s'opérer sur les anciens plus bas ici. Mise à BE du stop, à break-even, si vous étiez vendeur sur l'avalement 4 heures. Et maintenant, il faut espérer la cassure par le bas de ce canal aussi, pour aller chercher derrière ce niveau de prix. Et pourquoi pas bien plus bas. Ça, ce sera un TP plus compliqué à aller chercher, très clairement. Mais je n'exclus pas la capacité du marché à aller chercher ce niveau. Mais ce serait surtout ce niveau-là. Après, on verra pour regarder un reliquat. Mais les 0,7175, ça reste selon moi un niveau intéressant à aller chercher si on casse par le bas du canal, ici. L'AUD yen, bon, je fais le suivi, mais je ne suis pas convaincu toujours de ce double creux. Et je trouvais en fait les bougies pas convaincantes. On donnait daily, ça manquait de peps, ça manquait de flux, tout simplement, beaucoup trop d'hésitation dans ces bougies. Effectivement, le double creux pardon, a été validé ici, on est venu casser, mais là c'est en train de repartir à la baisse. Bref, j'ai quasiment envie, enfin, le double creux n'est pas invalidé, mais j'ai presque envie de valider ce plan tout de suite et me dire que de toute façon, j'estimais la probabilité de succès pas énorme. Je disais hier que si je devais mettre une note sur ce plan de trading, c'était un 6 sur 10. Et effectivement, c'est pas fameux. C'est pas fameux et les bougies daily en fait c'était assez fébrile en fait, si vous voulez. Il n'y avait pas assez de flux selon moi. Et ça me dérangeait un peu pour jouer
ce rebond à venir. Alors, comme je vous le disais, encore une fois, celles et ceux qui étaient positionnés sur la divergence horaire H1, forcément, eux, sont plus sereins, très clairement, avaient déjà la possibilité de mettre un stop à break-even, alors qu'ici, plus délicat. Et encore une fois, sur les stratégies un peu, je dirais pas bancales, mais où la probabilité de succès est pas très élevée, je vous disais aussi de, si vous avez pour habitude de mettre 1% de votre capital dans chaque trade, eh bien de diminuer le risque. Le diviser par 2, mettre que 0,5. Forcément, qu'on a des plans de trading qui sont quand même corrects, mais il y a quelques éléments qui nous invitent quand même à l'imprudence, et bien dans ce cas-là, diminuer votre risque et votre effet de levier. Au moins, si ça part dans le mauvais sens, eh bien vous diminuez votre perte. Je vais rester quand même focus sur l'argent et le gold cette semaine aussi. J'aime beaucoup ce que fait l'argent. On est dans un range 4 heures. Alors, on a bien évidemment validé l'épaule TT-pôle inversé, mais à court terme, on est dans ce range 4 heures. Et là, j'aimerais bien que la bougie 4 heures soit belle. Donc, clôture à 13 heures. Actuellement, il est midi et demi, à l'heure à laquelle j'enregistre cette émission. Donc, 30 minutes. Affaire à suivre, mais ce serait vraiment positif pour la suite d'avoir une cassure Tenkan Kijun. Sinon, pour les retardataires, attendre la cassure par le haut du range. Peut-être que certains se sont déjà positionnés sur l'épaule, tête, épaule, avec un stop loss logiquement placé sous la deuxième épaule, vers les 23. Avec un objectif à moyen long terme, et à court terme, il faut surveiller la sortie de ce range. Donc, la borne haute est capée par l'AMM 200 daily, et pour rappel, ça correspond à l'AMM 50 weekly. Voilà, juste ici. Donc là, pareil, c'est l'obstacle à franchir à court terme, mais pour l'instant, rien d'alarmant. Mais possibilité de rentrer sur ce marché et d'affiner votre entrée surtout en fonction de la sortie du range 4 heures. Donc, soit en vous positionnant sur la borne basse, si certains ont réussi en jouant le pullback. Pour les retardataires, surveillez la cassure Tenkan Kijun à venir, si elle est valide ou pas. Sinon, cassure de la borne haute avec un stop loss juste en dessous, et TP1, on ira chercher l'objectif théorique du range. Et en TP2, ce serait d'aller chercher l'objectif théorique de l'épaule TT-pôle, à savoir la borne haute du range weekly. Et en cas de cassure, on verra ça plus tard, mais si les métaux précieux reviennent sur le devant de la scène, en 2022, car très clairement l'année 2021, c'est absolument pas l'année des métaux précieux, bien au contraire, hein, la performance est même négative. Quoique si elle est négative aussi. Elle est négative, mais pas de beaucoup sur le silver. Mais on est bien dans le rouge, il me semble, sur le gold. Donc, une année pas très intéressante pour les métaux précieux, mais en tout cas, c'est mon scénario et je pense que les métaux précieux vont être un actif à jouer en 2022, très clairement. Donc derrière, si on peut avoir une reprise du marché, mon objectif pour 2022, ce serait d'aller chercher les 35 $. Et le gold, ce serait de nouveau plus haut historique. Mais à court terme, voilà le plan de l'ETI et du range ordonné 4 heures. Le gold. Le gold, rien n'a changé. Je pense qu'il faut chercher des achats sur repli toujours. Alors, regardons la performance annuelle, mais pareil, elle est négative. -2. Là, finalement, c'est pas si pire. Je m'attendais à une performance nettement inférieure à celle de l'argent métal, mais globalement,
assez robuste, le gold, pour un contexte de reprise économique. Mais bon, il n'a pas réellement joué son rôle de couverture non plus face à l'inflation. Voilà pourquoi j'estime que pourrait peut-être rattraper son retard en 2022. Donc là, les replis, mettre à profit les replis selon moi sur le gold. Effectivement, en données 4 heures, on est revenu tester les 1850. Et là, pareil, je vais surveiller. Ce serait beau d'avoir une cassure Tenkan qui jaune. Mais encore une fois, tous les replis sont à mettre à profit sur les niveaux de support. Ici, c'était les 1850. À surveiller ce niveau pour les retardataires. Il reste 26 minutes. Mais si on a une belle cassure Tenkan qui jaune, eh bien, pour moi, j'estime qu'on aura eu un setup de continuation de tendance. Et donc derrière, mon objectif reste toujours les 1910 $. Donc là, si on valide, le stop loss se place ici, vers les 1845. Voilà globalement mes perspectives et ma prévision sur le gold. Mais je suis plutôt, positif pour la suite. J'aime beaucoup la structure graphique, que ce soit en données daily, 4 heures, hebdomadaire, bref. Je pense qu'il faut commencer à revenir doucement sur les métaux précieux. On avait une grosse phase de congestion, on était prisonnier depuis plusieurs mois, et là enfin on a eu du flux, on a eu de l'action, on casse des beaux niveaux, on s'inscrit dans une tendance propre, une structure assez nette, des signaux techniques aussi validés. Par conséquent, voilà, je pense qu'il ne faut pas négliger les métaux précieux et qu'on pourrait justement avoir de l'action d'ici la fin de l'année sur cette classe d'actifs. Autant les indices, ça me paraît un peu compliqué maintenant. Le Forex, c'est mou. Et, là, le marché qu'il faudra surveiller, ça reste les métaux précieux, les cryptos toujours. Et pourquoi pas le pétrole quand même. Le pétrole, justement, on va faire le point. Mais encore une fois, je l'attends plus bas. Voilà. Là, c'est le jeu de la patience sur le pétrole. On est dans ce fameux range. Toujours, pour moi, il n'y a rien à faire. J'évoquais, je crois, la cassure Tenkan Kijun, encore une fois, ici, bon, elle n'a pas été validée, donc là, on est en train de retomber. Je l'attends plus bas. Pour moi, le pétrole, le borne basse de son range. J'aimerais un excès sur mèche ici, sous la MM50, mais le point d'entrée idéal, ce serait les 80 $. Toujours. Et vendre là, non, on ne vend pas un support et on n'achète pas non plus une résistance, et surtout en l'absence de signal. Voilà, restez à l'écart du marché, soyez patient. Globalement, je l'attends plus bas. Acheter ici, comme je vous le disais, on est au milieu du désert, il n'y a absolument aucun signal. Vendre non plus, pour moi, ce n'est pas la solution. Pas trop de niveau de support et je veux la confirmation du Brent qui me fasse un excès, en fait, un excès sur mèche ici et rentrer dans cette belle zone de prix pour avoir derrière potentiellement point bas et si on est dans un canal, espérer la cassure par le haut, aller chercher les 90. En tout cas, 90 $, ça me semble toujours envisageable sur le pétrole. C'est pas hallucinant, très clairement. Mais là, on est dans un marché qui se stabilise, qui a besoin de respirer un peu. Un peu en mode yo-yo, porte de saloon, donc selon moi, il est préférable de bien tracer ces zones pour intervenir dessus intelligemment. Voilà. Pour éviter d'intervenir au milieu de nulle part, les zones. Et là, c'est surtout cette belle zone de prix qui va m'intéresser au cours des prochains jours. On fera le point sur le pétrole, si le marché vient chercher ma zone, mais sinon, pour l'instant, passez votre chemin. Le light, c'est à peu près, c'est exactement la même chose
que sur le Brent, mais j'aimerais bien un excès un peu plus bas. Pour moi, on a un beau range. C'est pas le plus beau non plus. Autant la borne haute est très belle, autant la borne basse, mais le niveau est plus bas. Le niveau parfait est plus bas. Si on pourrait venir chercher la Tenkan, ce serait vraiment propre. On a un beau niveau ici, 78,30, 77,50. Je l'attends sur ce niveau-là, le pétrole. Venir faire un peu son pullback ici sur l'ancien top. Tac, tac, tac. Pullback sur grosse zone de support, Tenkan, avant de repartir. Mais ça reste, voilà, on est dans un marché extrêmement haussier et j'ai plutôt, voilà, alors peut-être que je me trompe, hein, je vous le dis, mais j'ai le sentiment qu'on est plutôt dans un marché qui reprend son souffle, qui a besoin de respirer après une forte accélération, plutôt qu'un marché qui entame un retournement baissier. Voilà. Je vois les bougies ici, je ne suis pas trop inquiet. Ce pas des bougies qui me font peur. La dynamique reste belle toujours, mais j'ai le sentiment qu'on est plus dans un marché qui est en train de faire un creux au sein d'une dynamique haussière plutôt qu'un début de retournement. Voilà pourquoi j'ai envie de chercher de nouveau des achats sur ce marché pour se repositionner tout simplement dans le sens de la tendance et aller chercher un nouveau record annuel vers les 90$. Mais actuellement, la configuration graphique ne m'intéresse pas du tout. Voilà pourquoi j'estime que le pétrole pourrait aller un peu plus bas. En tout cas, c'est mon scénario. Si le pétrole va plus bas, vous connaissez le plan. Et sinon, bah, tant pis pour moi. Je surveillerai d'autres niveaux clés intéressants à venir au cours des prochaines semaines. Les crypto-monnaies. Avec le Bitcoin qui reprend de la hauteur, doucement mais sûrement. Encore une fois, la fameuse zone a tenu. Ça reste une zone de prix à mettre à profit, selon moi, toujours. C'est un gros niveau. C'est les 58 000, 61 000. Cette zone est identifiée, connue et tracée depuis maintenant plusieurs semaines. Je ne l'ai jamais modifiée. C'est toujours cette zone qui m'intéresse. J'attends encore une fois la clôture hebdomadaire pour invalider ou pas la zone. Pour l'instant, ça tient. Soutenu par la MM50, on est encore venu la chercher là, on a bien rebondi dessus. Voilà pourquoi j'estime que c'est globalement, comme sur l'Ethereum, des zones sur lesquelles il faut profiter pour entrer sur le marché. Je n'ai pas envie de passer baissier, j'attendrai une clôture hebdomadaire, très clairement. Et encore une fois, quand je regarde la capitalisation boursière des crypto-monnaies, quand je regarde la structure graphique d'autres cryptos, c'est pas baissier en fait. Simplement pas baissier, donc je continue en fait, et je pense qu'il faut continuer à chercher des entrées sur ce marché. Maintenant, la clôture hebdomadaire va être décisive quand même, rien n'est fait, mais à court terme, voilà, si vous protégez vite votre trade, vous pouvez quand même avoir un super point d'entrée. Même en investisseur, si vous êtes un investisseur d'essai à long terme, à suivre, et bon, ça fait un stop d'invalidation assez court, donc ça peut être intéressant. Et j'aime beaucoup la configuration. En données 4 heures, bon, on n'a pas eu d'avalement, on a surtout eu une grosse mèche. Je crois que c'était en données horaires où on avait potentiellement une divergence qui était en train de se former. Oui, c'est ça, juste ici. Tac,
Tac. Donc là, on a fait un double creux en données horaires, on l'a validé. Pour le coup, on a fait un bel avalement. Et derrière, on a quand même validé la divergence ici. Tac. Divergence horaire validée. Un creux de marché à court terme en données horaires, à confirmer quand même. Et on est sur zone en fait. C'est surtout la zone hebdomadaire mensuelle qui m'intéresse, couplée avec la MM50 Daily. Donc là, on a eu une belle réaction avec une belle bougie horaire et peut-être un creux de marché à court terme. Voilà pourquoi j'ai pas envie d'être baissier sur ce marché tout de suite. En tout cas, j'estime que le bull run est toujours en place, très clairement, qu'il n'est pas invalidé. Je m'attendais à avoir une purge de 5, 6, 7%. Je vous l'avais dit déjà il y a quelques jours, la semaine précédente. On a eu une purge de 6, 7%. Maintenant, je constate simplement que les gros niveaux sont préservés et qu'on a de belles réactions sur ces niveaux-là. Affaire à suivre, mais pour ma part, je continue d'être haussier sur ce marché et d'essayer de vous montrer des zones d'intervention clés pour potentiellement rentrer à nouveau dans cette phase de bull run. L'Ethereum. Non, pas le futur. L'Ethereum classique. Bon, ici, c'est à peu près la même chose, hein, en données horaires. Tac. La divergence, pareil, c'est validé. De nouveau dans la zone. Je bascule en données 4 heures. En données 4 heures, comme sur le BTC, on n'a pas de belle bougie de retournement. Là, avoir la clôture dans 15 minutes, mais on serait éventuellement sur un marteau. Bon, c'est pas non plus les patterns de retournement les plus puissants. Je préfère avoir une étoile du matin ou un avalement ou un piercing pattern, très clairement, plutôt que des chandeliers avec un seul pattern, comme les marteaux, les étoiles filantes, les marteaux inversés, bref, ce genre de pattern. Je préfère les chandeliers un peu plus puissants, avec 2 structures, voire 3 structures hein, pour l'étoile du soir. Mais sinon, la config est à peu près la même que sur le BTC. Encore une fois, on est dans la zone. Ici, elle n'a pas bougé, elle est tracée, cette zone, depuis maintenant plusieurs semaines. Là, si on reprend la dernière vague de hausse, j'avais tracé depuis notre canal, j'ai supprimé le canal haussier du coup. On est venu chercher les 38,2 de Fibo, donc un niveau clé, on est sur une énorme zone, on a la MM50, elle n'a pas été touchée, mais elle arrive aussi en soutien. Donc, encore une fois, des éléments techniques qui convergent. Et plus j'ai d'éléments techniques qui convergent sur des zones de prix hebdomadaires, mensuelles, plus selon moi, c'est des niveaux sur lesquels il faut intervenir et chercher à se repositionner dans le sens du flux. Voilà un peu la méthode qu'il faut assimiler. Traçage de zone, voir si on a des éléments techniques qui convergent, retracement de Fibo, RM50, Ishimoku, pourquoi pas. Là, ce sera en données hebdomadaires. Bon, on n'a rien d'intéressant, mais bref, des indicateurs qui convergent dans cette zone de prix. Et là, pour l'instant, ça tient. Ça tient et voyons voir les jours à venir, surtout sur l'Ethereum. Si la Tenkan pouvait encore baisser et se mettre à plat, ce serait juste incroyable. Si derrière on a une bougie flux, eh bien, vous connaissez la suite. Bon, c'est encore trop tôt, rien n'est fait. Globalement, j'aime bien qu'on ait une première cassure de Kijun à la baisse. C'est de surveiller derrière si on la recasse à la hausse, encore une fois. Mais pas d'alerte baissière dans l'immédiat. On fera le point surtout en fin de semaine. Effectivement, la clôture hebdomadaire nous enverra très clairement plus d'indications pour la suite et éventuellement de savoir
où est-ce qu'on se situe toujours dans cette phase de bull run? Pour moi, elle reste en place, elle n'est pas invalidée, on est juste dans une phase de bull run sélective. Il n'y a pas tout qui explose comme ici, où là, il y avait tout et n'importe quoi qui pouvait exploser. Là, on a entamé cette phase de bull run, mais comme je vous le disais, elle est, voilà, elle est pas drastique, mais plus sélective, tout simplement au niveau du choix des actifs. On a des NFT, on a du métaverse, on a certains coins qui ont des projets assez prometteurs, comme Solana, Polkadot, qui ont récemment bien profité de la hausse, mais d'autres qui sont encore à la traîne et qui ne sont pas partis. On n'est pas vraiment dans une alt season complète, selon moi, où tous les projets partent, n'importe quoi. On a eu quand même un début d'alt season sur des shitcoins, avec notamment Shiba et le Doge. Bon, derrière, ça a vite chuté. Mais là, à court terme, j'observe des départs de certaines cryptos en différé. Voilà, en fonction des thèmes qui animent un peu l'actualité, comme je vous disais, les métaverses, les gaming, le NFT. Donc, encore une fois, si vous êtes sur les cryptos, sélectionnez les bons dossiers. Et comme pour le marché action, il faut choisir les cryptos qui surperforment le marché. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.